Ah, écoutez, moi j'ai une lourde mission, hein. Je vais devoir animer entre Valérie, Serge et Christophe, essayer d'attraper en fait une synthèse entre la première table ronde qui s'est réalisée, qui portait sur un thème macro, la deuxième table ronde sur un thème où on a commencé à aborder des sujets sur la numérisation qui allaient, eux, nous amener en tout cas quelques visions de cette performance que l'on pouvait retirer. Et là, on part dans un schéma où on va essayer de rassembler tout ça, parce qu'on a encore deux transitions à résoudre et deux sujets qui vont appeler des investissements tout à fait importants, puisqu'on parle de transition démographique, on parle de transition environnementale. Et donc, je me dis qu'il y a une espèce de parallélogramme de force que l'on pourrait réaliser, où on voit un peu dans ce parallélogramme un élément sur l'économie, un élément sur la démographie, un élément sur l'écologie et un élément sur la numérisation. Et quand on voit que l'on attrape un peu ces quatre pôles, on se dit peut-être qu'on peut tirer ce parallélogramme de force et on va essayer de réunir tout cela. Et pour en parler, donc pour essayer d'entendre et de comprendre ce qui se passe au niveau de cette transition démographique et écologique, on a demandé donc à Valérie Fournier, directrice générale de 3F, à Christophe Carèche, président du Conseil supérieur de la construction et d'efficacité énergétique, à Serge Guérin, éminent sociologue, et que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté tardivement, par ma faute, pour lui avoir demandé donc d'intervenir à nos côtés ce matin. Et ça va me permettre en même temps de fabriquer cette transition et de réfléchir à ce qui se passe dans notre monde, puisque nous avons remarqué que nous avons cette chance inouïe, c'est que notre espérance de vie grandit. Mais comme cette espérance de vie grandit, il faut aussi que les lieux où nous vivons, donc les lieux où nous habitons, puissent accepter cette transformation et adapter cette transformation. Ça va également imposer donc aussi quelques réflexes ou quelques réflexions économiques et rajouter ces réflexions économiques sur l'adaptation en fait du logement et du lieu de vie conjuguées avec les événements qui se produisent sur l'écologie, qui eux aussi nous imposent en fait encore des investissements. C'est pour ça que j'ai demandé à Serge déjà de démarrer et de nous apporter en tout cas sa vision sur ce qui est en train de se passer dans cette révolution silencieuse qui parcourt en fait l'ensemble de notre planète sur l'évolution et nos aînés qui ont besoin d'être abrités. Diable. Diable. D'abord, bonjour à tous. Premier élément, c'est, on a beaucoup parlé transition digitale et autres, et là, je trouve ça intéressant et utile et même nécessaire et même impossible de faire autrement, de mixer les deux transitions, la question environnementale, écologique, énergétique et la question démographique. Finalement, elles vont dans le même sens. Je parle souvent d'ailleurs d'éco-séniorisation. Il y a quelque chose autour de ça. Éco-séniorisation des territoires ou éco-séniorisation de l'habitat. Ce qui d'ailleurs, Valérie, ça fait éco-séniorisation de l'habitat, ça fait ESH. C'est amusant. Mais bon, c'est par hasard. Voilà. Mais je le dis comme ça. Voilà. Mais en tout cas, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Alors, pour une raison première, c'est que dans les deux cas, il y a du washing. Il y a beaucoup de greenwashing et il y a pas mal de grey-washing aussi. Donc on voit qu'il y a un lien direct, c'est le marketing et puis on fait semblant de. Deuxième élément, c'est que pour les deux, on n'a surtout pas voulu les voir. C'est-à-dire que maintenant, il est difficile de ne pas être au courant qu'il y a du réchauffement climatique, sauf si on veut se présenter à la présidence des États-Unis, par exemple. Mais sinon, On a le droit là. voilà, on a le droit. Hein, voilà. Mais sinon, globalement, ça devient. Voilà. Et sur la démographie, elle a fini quand même par commencer à faire entrer dans les têtes que c'était un petit sujet qui arrivait et qui allait continuer d'arriver. Donc, deuxième élément, les biais cognitifs habituels. On n'a pas envie de voir les emmerdes. Voilà. Et donc, voilà. Et puis on attend, on laisse le truc pour les prochains. Sauf que l'année prochaine, là, on y arrive. Je mettrai juste quelques chiffres, mais vraiment pour aller très très vite, parce que mais ça parle aussi beaucoup. Alors, réchauffement climatique, on est au courant, le GIEC nous le rappelle. D'ailleurs, c'est intéressant, le GIEC là, nous a dit dans les 3 ans, il faudrait vraiment se bouger. Ben, c'est amusant parce que pour la transition démographique, c'est un peu pareil. En 2026, on va arriver au début du mur, du grand mur, celui de l'explosion des plus de 80 ans. C'est-à-dire que le baby boom, c'est officiellement 1946.
c'est un petit peu avant, mais ça ne se fait pas de le dire, donc on dit 1946. Les prisonniers sont rentrés des camps allemands, les formidables soldats américains étaient là, prêts à servir. Bref, 9 mois plus tard, il y a eu plein de gosses et tout ça. À l'époque, on ne savait pas trop limiter et autres. Bref, explosion démographique. Sauf que quand les gens naissent, il arrive assez fréquemment qu'ils vieillissent. Et assez souvent, 60 ans après avoir eu 0 ans, on a 60 ans. 2006, on s'est retrouvé la retraite. Et comme il y a eu la grande idée de mettre la retraite à 60 ans, et ben en 2006, on s'est retrouvé... Ça marche arithmétiquement, ce que tu dis. Oui, oui. J'ai eu 1 au bac. Je ne suis pas ingénieur, mais ça, je sais à peu près en maths. Bien sûr. Non, parce qu'à mon époque, il fallait avoir 10 pour avoir le bac. Maintenant, il faut avoir 1. Mais c'est autre chose. Ça a été compliqué avec d'autres matières. Mais bref. Et, mais voilà, et donc 2006, la retraite. Et 20 ans plus tard, 2026, l'arrivée des plus de 80 ans. Pourquoi les plus de 80 ans? C'est simplement à partir de là où on commence vraiment à avoir un risque de problématiques de santé graves. Donc 2026, on sait que pendant les 30 ans qui viennent après, il y aura un nombre de plus en plus important de gens qui peuvent, pour partie, avoir des problématiques d'autonomie, mais pour autant, qui n'auront pas nécessairement ni les moyens ni l'envie d'aller, par exemple, dans des maisons de retraite médicalisées qu'on appelle souvent du nom poétique d'EHPAD, qui a été inventé par des poètes. Et donc 2026, après il y en a pour 30 ans au moins. Donc voilà, il faut quand même avoir cet élément-là. Deuxième élément, très très vite, depuis 2015, on a changé, il n'y a pas que sur ce plan-là, mais on a changé d'ère, d'une certaine manière. 2015, c'est pour la première fois dans l'histoire de France, les plus de 60 ans sont devenus plus nombreux que les moins de 20 ans. 24,8% de plus de 60 ans, 24,2% de moins de 20 ans à l'époque. Je rappelle, en 1900, les moins de 20 ans, c'était à peu près 35% de la population, les plus de 60 ans, 15%. Et donc, on a vraiment changé. Et depuis, maintenant, on est à peu près à 27% de plus de 60 ans, 21% de moins de 20 ans. Voilà, les choses continuent à se renforcer. Notre avenir, notre destin, il est le vieillissement. Et d'ailleurs, l'augmentation de la population française, à vos souhaits, elle se fait uniquement par les vieux. On nous parle, là on sort de longues périodes électorales avant d'y revenir, on dit l'avenir c'est la jeunesse, tout ça c'est faribole, c'est une grosse connerie. L'avenir c'est les vieux, parce qu'on fabrique de moins en moins de jeunes, on n'a peut-être pas tort d'ailleurs vu ce qu'ils sont, mais en tout cas, voilà, en tout cas on en fabrique de moins en moins, et en plus des jeunes de moins en moins, bref. Mais on fabrique de plus en plus de vieux. Donc, Serge, il va falloir que je te laisse un peu de réserve parce que ensemble, on va aussi réfléchir sur, tu sais, mais juste avoir la révolution de l'habitat. Et j'ai une question terminale qui va être sublime. Hein. Tu vas pouvoir t'exprimer, je te promets. Hein. Mais juste de redire, les deux font lien. Je prends une chose toute bête. Le réchauffement climatique, c'est agréable pour personne, mais à 80 ans, encore moins qu'à 20, par exemple. Donc c'est aussi que les gens vont se prendre aussi ça. Que l'environnement global, c'est aussi un environnement de santé. C'est comme la pandémie. Hein. Oui, c'est moins agréable. La pandémie était un truc anti-vieux par des féministes jeunes, puisque globalement, ça tuait des vieux et surtout des hommes. Donc, féministe, donc. Oui, donc c'était... Oui, ça c'est... Alors, là, il n'y a eu aucun truc là-dessus. Ça aurait été l'inverse, on en a entendu parler. Comment ? On en a loupé quand même quelques-uns. Oui. Écoute, je vais juste demander à Christophe en fait d'enchaîner et de venir avec nous et d'essayer de caractériser avec le panorama que tu viens de nous faire, d'essayer de mettre quelques chiffres parce que on est sur un sujet, un thème bien fédérateur qui est le logement social et intermédiaire. On sait qu'on est dans des chiffres importants. Nous, on parle d'une masse logement de plus de 5 millions. Donc on va essayer de voir, à l'échelle française, quand on parle des aînés, on ne parle pas que du logement social. On parle bien de l'échelle française et quand on va parler d'écologie, quand on va parler d'amélioration de l'environnement, on va parler de l'ensemble des logements et des résidences au niveau français. Je pense que Christophe a quelques éléments donc, à partager pour essayer de mettre de contexte. Un mot simplement de présentation, parce que tout le monde ne connaît pas l'organisme que je préside, donc je vais quand même en dire un mot. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, c'est un organisme consultatif qui est placé auprès du ministre du Logement et qui rassemble toute la filière, à la fois de la construction et de la rénovation énergétique, donc la FFB, la FPI, l'Union sociale pour l'habitat, la CAPEB, enfin bref, toutes les organisations qui structurent la filière. Et cet organisme est consulté pour avis sur toute la réglementation. D'ailleurs, Robin Rivaton fait aussi partie du CSC2E. Donc, ça veut dire que nous avons vu ces dernières années
toute la réglementation, tout le socle réglementaire sur la transition écologique et énergétique se mettre en place. Alors, je vais présenter les choses de manière très, très précise. D'abord, l'objectif de la France en matière de rénovation énergétique, il est extrêmement ambitieux. Il est formalisé dans la stratégie nationale bas carbone. La SNBC, cette stratégie, c'est un document dans lequel, secteur par secteur d'activité, on évalue les émissions de carbone, de CO2 de chacun des secteurs, avec un objectif de plafonnement pour le secteur à terme. Et donc, évidemment, le secteur du logement est un des principaux secteurs qui est concerné, puisqu'on évalue à peu près 30%, un peu moins de 30%, les émissions qui sont liées au secteur du logement. L'objectif donc de la stratégie nationale bas carbone, c'est que les logements, l'ensemble des logements résidentiels occupants, donc pas les résidences secondaires, les résidences principales, atteignent un niveau BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, à l'horizon 2050. C'est un objectif extrêmement ambitieux, puisque aujourd'hui, autour de 3% des logements dans notre pays remplissent cette condition. Le parc de logements en France, de résidence principale, c'est 30 millions. Sur les 30 millions, il y en a donc 25 millions de logements privés et 5 millions de logements sociaux. L'atteinte de cet objectif signifierait la rénovation de 20 millions de logements privés. Sur les 5 millions de logements sociaux, on serait sans doute à un ratio plus favorable, dans la mesure où le parc social est de meilleure qualité au regard de la rénovation énergétique que le parc privé. J'ai retenu un chiffre qui est donné par l'USH, qui est d'1,8 million de logements à rénover en urgence pour l'Union sociale pour l'habitat, donc de logements sociaux. Sur le plan financier, le coût de la rénovation des 20 millions de logements privés représenterait 730 milliards d'euros. Ça veut dire un coût de 27 milliards par an jusqu'en 2050, 20 milliards par an jusqu'en 2060, vous pourrez faire le calcul, 15 milliards par an jusqu'en 2070. Donc l'objectif, c'est un coût total de 730 milliards. Pour le secteur social, on peut avoir une évaluation autour de 150 milliards, une évaluation d'ailleurs à mon avis un peu faible, mais enfin autour de 150 milliards. Donc voilà les ordres de grandeur. Il y a un effet de mutualisation qui peut néanmoins se produire. On va pouvoir réfléchir tous ensemble pour financer 1000 milliards, puisqu'on nous a expliqué en introduction que la dette allait coûter plus cher. Donc, oui, alors après je viendrai sur la manière de financer tout ça, parce que c'est quand même un petit sujet. Maintenant, si je passe aux obligations légales, là c'est les objectifs que je rappelle. Maintenant, je vais parler des obligations légales, c'est-à-dire qui s'imposent dès maintenant aux bailleurs, qu'ils soient privés d'ailleurs ou sociaux. Ces obligations, elles sont liées au DPE, à la mise en place du diagnostic de performance énergétique, le nouveau DPE, d'ailleurs dont on ne sait pas encore totalement les répercussions, enfin, je vais dire un mot. Les logements qui appartiennent à la classe dite G, qui est en fait la classe la plus négative, inférieure, seront interdits à la location à partir de 2025. Ça représente environ 6,5% du parc locatif. Les logements étiquette F sont interdits à la location à partir de 2028. Et les logements étiquette E, donc ça représente environ 10% du parc locatif. Et les logements étiquette E sont interdits à partir de 2034. 25% du parc locatif. Dès le 25 août de cette année, il y aura une interdiction d'augmenter le loyer des logements classés F. C'est 10% du parc environ. En 2023,
les passoires énergétiques les plus dégradées, c'est 1% du parc, c'est pas considérable, mais seront, eux, totalement exclus du marché locatif. Voilà. Donc voilà les obligations. Et d'ailleurs, c'est un sujet parce que, y compris pour les bailleurs, c'est dans leur stratégie, on voit bien qu'il y a un objectif de long terme qui est extrêmement exigeant. Et puis, il y a à court terme des obligations légales. Sortir, alors, je dirais à peu près ce que ça représente pour les bailleurs sociaux. Hein, disons que les passoires énergétiques, les bailleurs sociaux, mais ça, vous le confirmerez mieux que moi, si j'ai bien compris, on peut d'étiquette G, voilà, sont assez, l'étiquette la plus dégradée n'est pas très présente dans le parc social et même pratiquement inexistant. Donc c'est surtout sur les étiquettes F. Et donc F et G représentent, avec le nouveau DPE, dans l'ancien DPE c'était environ 5% du parc. Et là on peut estimer autour de peut-être un peu plus, 6-7%. Le nouveau DPE normalement a été calibré quand même, soyons clairs. Pour ne pas entraîner une contrainte trop forte sur les bailleurs. Le seul petit problème, c'est que le calcul, l'estimation qui avait été faite, c'est pas avéré totalement réel quand le nouveau DPE a été appliqué. Donc il a fallu le revoir. Enfin, vous savez ça, un certain nombre d'entre nous, la souris, donc je vois qu'ils connaissent bien le sujet. Il a fallu le réviser. Mais enfin, disons à peu près 7% du parc. La question, c'est que, évidemment, pour sortir des logements des étiquettes inférieures, disons que c'est un coût de rénovation qui doit, là, j'espère pas dire trop de bêtises, mais tourner autour de 20 000, 30 000 euros. Je parle simplement pour sortir donc pour être en phase avec les contraintes légales. C'est d'ailleurs une rénovation donc assez légère en réalité. On est autour de 20-30 000 euros. Si on veut aller au-delà, c'est-à-dire d'ores et déjà essayer d'atteindre l'objectif BBC, etc., on n'est plus du tout sur la même échelle. C'est-à-dire que c'est un objectif de rénovation qui doit monter au moins à 60 000, mais peut-être parfois beaucoup plus, qui peut aller jusqu'à 100 000, etc. Sur les rénovations dites globales, avec une étanchéité par l'extérieur, etc., on monte beaucoup plus. Donc, ce qui d'ailleurs, pour les bailleurs, va être aussi un vrai sujet sur le plan stratégique, c'est-à-dire, quand ils vont commencer une rénovation, est-ce qu'ils décident d'aller vers une rénovation globale très complète, si je veux dire, d'ailleurs, qui dans la loi, qui s'appelle performante, je ne sais plus exactement quel est c'est ça, qui a été dans la loi énergie-climat, ou est-ce qu'ils vont se contenter, y compris dans une perspective d'étaler les investissements. Est-ce qu'ils vont se contenter de sortir les logements et donc de faire face à leurs obligations légales? Il va y avoir quand même un sujet, un peu de stratégie pour les bailleurs. Sur le plan financier, on voit évidemment que c'est un mur d'investissement quand même considérable. Là aussi, je reprends un chiffre. Je crois qu'il est donné par l'USH. Aujourd'hui, les bailleurs consacreraient autour de 5 milliards, je ne vais pas dire de bêtises, pour la rénovation énergétique et globale de leur logement. Il faudrait très vite, dès cette année, monter à 7 milliards et demi. C'est ce qu'a dit la présidente de l'USH. Donc déjà, on a un gap à peu près de 2 milliards et demi. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, ce qui a été fait par le gouvernement, c'est 500 millions dans le plan de relance pour aider les bailleurs. Donc ça vous donne un peu l'échelle. 500 millions, c'est une aide à peu près de 10 000 euros. Je crois que c'est 10 000 euros par logement. Plus, alors il y a aussi la Caisse des dépôts qui évidemment fait des prêts, etc., etc. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas tout à fait dans l'épure. Et donc l'une des questions, évidemment, et la question centrale, peut-être que j'y viendrai peut-être tout à l'heure, mais la question centrale, c'est quand même comment les bailleurs font face à ce mur d'investissement. Les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, je les mets de côté, mais c'est aussi évidemment un sujet majeur. Sur le plan financier, bon, après, il y a les questions, mais peut-être qu'elles sont peut-être moins compliquées, même si elles existent aussi, de la question opérationnelle, c'est-à-dire
Est-ce que l'outil de rénovation est suffisant aujourd'hui? Probablement non. Je ne veux pas trop aller trop loin sur ce plan-là, mais manifestement, on voit bien que par rapport aux objectifs, on n'est pas encore à l'échelle. Et donc, il va y falloir évidemment aussi un gros effort sur la filière pour arriver à monter, pas seulement à monter en gamme, mais aussi à mieux coordonner les travaux, etc. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire pour faire monter aussi l'outil opérationnel en gamme. Mais la question du financement, vous voyez bien qu'elle est centrale, surtout que, par ailleurs, il va falloir que les bailleurs continuent à construire. Donc, ils vont avoir devant eux à la fois ce mur d'investissement en matière de rénovation énergétique et écologique, et puis aussi la construction. Est-ce que, d'ailleurs, cette priorité à la rénovation énergétique ne va pas en partie se faire au détriment de la construction? La question pourrait évidemment être posée. On va essayer de... Voilà, j'ai essayé peut-être d'ouvrir un peu le débat. Merci d'avoir posé en tout cas ces chiffres qui nous font peur. J'ai noté juste qu'avec l'information donnée, on avait repoussé, en fait, on était passé avec 2 milliards comme ça approximativement à 70 ans de plus, donc c'est 2090 alors. Donc au niveau des bailleurs sociaux, pour essayer de faire cette transformation progressive, je pense peut-être, Valérie, si on quitte légèrement les chiffres, et qu'on essaie de mesurer aussi l'apport du logement dans cette transition démographique, hein, le rôle en fait du bailleur social et ce qu'il peut apporter comme accompagnement dans cette transformation, et en même temps te laisser te présenter dans cette assemblée. Alors, je vais essayer de faire ça. Voilà, Valérie Fournier, je dirige effectivement le groupe 3F, qui est un des grands bailleurs sociaux ESH, comme l'a dit Serge. Et par ailleurs, j'essaye de temps en temps de présider à l'intérieur de la maison HLM, la famille des sociétés d'HLM. Alors, comme je suis beaucoup moins douée que Serge et que Christophe, j'ai essayé quand même. Sur les chiffres. Notamment sur les chiffres, ça c'est vrai. Particulièrement sur les chiffres. Mais j'ai essayé de me demander finalement comment je voyais le sens de la table ronde. Et je pense que le mot essentiel, il est autour de la question de la stratégie, en fait. En fait, je pense que les bailleurs sociaux aujourd'hui... Alors, déjà, je suis très contente de savoir que Serge est à ma gauche parce qu'en fait, il vient de démontrer en 3 minutes que Orelsan a raison en disant que c'est Mémé qui décide pour les jeunes et que Mémé vote Marine. Donc, tu as raison d'être mis très à gauche. Voilà. Mais c'est posé, hein, c'est posé voilà. Comme ça. Hein. C'est enregistré, hein, donc tout va bien, on va pouvoir communiquer largement. C'est dans la chanson, je n'ai rien dit que la chanson. Voilà. Mais qui est effectivement, au-delà de la chanson et au-delà de la réalité des chiffres, c'est quand même aussi une question de fracture. Et d'amortisseur de fracture, ce qui est le principe même, enfin en tout cas, je pense, l'essence même de la mission d'un bailleur social. Et c'est aussi d'accompagner ça. Mais au-delà de ça, en fait, aujourd'hui, pour un bailleur social, on a la difficulté qui est qu'on a énormément d'impulsions, de réglementations, de contraintes contradictoires. Si on prend rien que la réhabilitation du bâtiment, on vient de passer en 18 mois de je fais de la réhabilitation thermique à je me pose la question du carbone et à je me pose la question de l'énergie. Tout ça a l'air dans le discours public extrêmement la même chose et kiff bourrico, mais en fait pas du tout. Hein. C'est pas la même question et finalement vos choix, si vous voulez traiter chacun des sujets, n'aboutissent pas à la même chose. C'est ce que je dis souvent, même en construction neuve. En construction neuve, avec le financement par de plus en plus d'acteurs et la décentralisation, fait que si vous voulez faire un immeuble, en fait, vous n'y arrivez jamais. Parce que vous ne pouvez pas aller chercher ce que veut la région, parce qu'elle a décidé que c'était des locaux à vélo, ce que veut le maire, ce que veut le département, ce que veut l'État, parce que chacun, dans la panoplie de tout ce qu'il faudrait faire et qui est légitime, a décidé d'angler son financement sur telle action. Voilà. Et
ce qui est vrai aussi, c'est que sur le débat, en tout cas de la réhabilitation de bâtiments, non seulement aujourd'hui on a des impulsions extrêmement multiples, mais en plus on a tout d'un coup, comme l'a dit Serge, légitimement, mais malgré tout d'un coup, une accélération complètement des calendriers et de la contrainte. Et donc on a cette difficulté du resserrement du temps, avec des questions de plus en plus complexes. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement, de mon point de vue, ce qui a été dit, c'est-à-dire que on voit bien dans le débat public collectif, et même dans nos cortex, que la question de qu'est-ce que sera la France à 2050, qui il faudra loger et quel est le besoin de logement, est aujourd'hui extrêmement, en tout cas, fait l'objet de déclarations extrêmement complexes, voire contradictoires. C'est-à-dire que, par exemple, juste avant le début de l'élection présidentielle, l'INSEE a fait un magnifique rapport sur la France de 2050, où elle vous explique qu'il n'y a absolument pas besoin de nouveaux logements en France. Nous avons les logements, il suffit de réhabiliter les logements actuels, de les rediviser, de faire plus petits, parce que de toute façon, on n'aura que des vieux, seuls. Et donc, on a des grands logements. Donc, ces grands logements divisés par 2, ça fait 2 logements. C'est formidable et tout va bien. Alors ça, il faut quand même que l'INSEE vienne voir un chantier. Non, mais moi, je pense qu'il faut qu'ils viennent voir un chantier et savoir ce que c'est qu'on transmet un 5 pièces en 2 logements. C'est très intéressant, mais ça se visite quand même peu. En tout cas, ça se visite chèrement. Donc on a toute une tendance quand même qui bascule effectivement sur la rénovation. Qui est encore plus affiché avec le ZAN et le carbone. Le problème, c'est réhabiliter un actif, comme l'a dit d'ailleurs Christophe Carrèche. Il y a une question qui est pourquoi je réhabilite cet actif et est-ce que cet actif contribuera en termes de réalité de sa valeur et d'inclusion et locative dans le temps. Parce qu'on peut décider qu'on va tout réhabiliter. D'abord, tout n'est pas réhabilitable. Et par ailleurs, ce n'est pas vrai que c'est forcément le logement dont les gens, que les gens souhaiteront avoir. Donc c'est pour ça que je dis, moi je pense qu'aujourd'hui, le défi pour un bailleur social, c'est d'avoir une stratégie réellement immobilière et qui le déplogue un peu de l'impulsion réglementaire pour qu'il fasse ses choix. Pour qu'ils se demandent, comme on l'a dit, est-ce que je réhabilite ? Est-ce que je réhabilite pas ? Voilà. Pour qu'ils se disent, si je réhabilite pour quel public, pour quel service et pour combien de temps ? Et ça, à la fois, en tout cas en tant que bailleur social, je trouve que c'est un moment formidable, hein, parce qu'en fait, on est toujours en train de se plaindre qu'on a plein de contraintes, plein de machins, plein de bidules, mais c'est quand même mieux d'avoir plein de contraintes et donc d'avoir une équation à approprier et de trouver ses solutions que faire simplement ce que tout le monde fait, de mon point de vue. Mais c'est un intérêt du métier. Après, et s'ajoute à ça la question qui pour moi est une question parallèle mais indispensable à jouer en même temps, qui est celle de la crise démographique. Mais derrière la crise démographique, moi j'ai tendance à dire plutôt que c'est une question de la crise de l'accompagnement et du service. En fait, pendant très très longtemps, les bailleurs sociaux, ils ont considéré qu'ils produisaient des typologies de produits réglementés et financés réglementairement. Et je le dis souvent, quand vous demandez à un bailleur social, dans les 3/4 des cas, c'est de moins en moins vrai, mais est-ce que vous avez une politique jeune ? Il vous répond, je fais des résidences étudiantes. Ce qui n'a, de mon point de vue, mais alors strictement rien à voir. La résidence étudiante peut vous permettre de loger des jeunes, de les inclure dans la société, mais ce n'est pas parce que vous avez des résidences étudiantes que vous avez une politique en faveur de l'habitat des jeunes, de l'inclusion des jeunes dans la société, etc. Or, notre cortex collectif, il est ça. On fait des PLAI, des plus, des PLS, on fait de l'intermédiaire, on fait de la résidence, on fait de l'hébergement. Et donc, notre cortex collectif, il est fondé sur le produit logement correspond à une politique. Et en fait, ce qui est intéressant dans le vieillissement, pour moi, c'est que ça donne sur un public particulier une capacité de transformer cette vision pour se dire je suis producteur d'un produit habitat, mais je produis aussi un accompagnement et un service et un ensemble de choses qui permet de bien vivre, d'être inclus
de se projeter. Et ça, de mon point de vue, c'est indispensable sur le vieillissement. Mais ça servira toutes les catégories, en fait. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'on voit bien que sur le vieillissement chez les bailleurs sociaux, on est passé de l'adaptation du logement, donc encore une thématique travaux, hein, je fais des douches, je change, etc. On commence à rentrer sur le service, l'accompagnement, la présence humaine, ce qui me permet de dire aussi par rapport au sujet de la performance, que je pense que dans tout ça, il y a effectivement une absolue nécessité d'avoir une utilité et un partage des données et de la capacité à être programmatique via cette donnée-là, mais qu'en sens inverse, croire que le digital va répondre à la personne est une hérésie. Les gens qui sont digitaux et qui contactent leur banque à minuit sont des gens jeunes, intelligents, formés, intellectuellement, entre guillemets, diplômés, etc., etc. D'accord ? C'est pas forcément le public qu'on a en grande majorité dans notre parc. Donc, je pense que le sujet qu'on a, nous, collectivement, parce que malgré tout, comme l'a dit Christophe Carèche, nous n'avons pas l'argent de nos ambitions, et d'après moi, ça ne va pas s'améliorer. Donc et là aussi, c'est une question de stratégie, c'est de distinguer ce que l'être humain vous apporte et comment je le mets et comment je l'utilise, et comment, par contre, sur tout un tas de fonctionnements qui ne nécessitent pas d'être en relation avec quelqu'un, où le quelqu'un n'apporte pas plus de valeur, on peut digitaliser nos process, les alléger et permettre à des gens de le faire. Alors, on est très très loin. Je vais dire tout 3F va me maudire. Donc, comme il y en a qui sont là, je leur dis de ne pas le répéter à leurs collègues. Mais vous voyez, par exemple, moi, j'ai une locataire l'autre jour qui m'a écrit sur mon mail et qui m'a dit, en gros, vous êtes vachement sympa chez 3F, Mme Fournier, je suis sûre que vous êtes sympa. Ce qui était gentil. Alors, quand je vais sur mon extranet client et que je veux changer mes données bancaires, en fait, je ne peux pas. Et même les impôts ont réussi à faire ça. Donc, elle m'a quand même tout de suite, là, elle était moins gentille. Voilà. Mais bon, ce qui était vrai. Et quand j'ai demandé à la DSI, et ça, c'est un autre sujet quand même dans le débat, on m'a expliqué qu'il y avait tout un tas d'éléments de règlement sur la donnée, le contrôle de la donnée, la fiabilisation, dont le RGPD, que la sécurité de la data, etc. Et que pour toutes ces bonnes raisons, ce que, en gros, même les services publics ont réussi à faire, nous ne l'avons pas fait, mais en conscience. Ce que tu arrives à dire, c'est que le réglementaire, en fait, ça ne permet pas de forger valablement une stratégie, hein. Pourtant, ça la contraint, donc c'est toujours intéressant. Oui, c'est-à-dire que soit on revient aux années 50, non, mais soit on revient au plan aux années 50 et on n'a pas besoin d'avoir de stratégie, on applique une stratégie collective nationale financée. Financée. C'est le mot important. Alors moi, j'ai un côté très jacobin en plus d'être à gauche. Donc ça pourrait parfois me séduire sur la politique du logement, mais je pense pas que ce soit la donne d'aujourd'hui, et forcément d'ailleurs la donne qu'attendent les gens. Je pense que les gens attendent des acteurs qui sont en capacité de faire, mais en même temps des acteurs de l'extrême proximité. En fait, aujourd'hui, c'est ça la difficulté je pense, des messages, y compris de la part des citoyens, pour quelque institution qu'elle soit. Hein. C'est cette espèce d'idée que je veux avoir quelqu'un très près, qui réponde à mes questions et qui soit 24/24 prêt à faire des choses et à être agile, et en même temps, le fait que tout ça, ça doit coûter pas cher. Et c'est pas ce modèle-là. C'est aussi là que le sujet de la performance et de l'utilisation de l'efficience des outils et de la meilleure prospective et de la meilleure prévention des choses, elle se pose. Parce que faire pas cher en étant très présent, très nombreux et très en proximité, c'est pas simple. Mais en fait, sans vouloir dire vous rappeler une banalité, mais en fait c'est votre monde qui s'est transformé. Vous avez d'abord été des constructeurs. Donc vous avez réfléchi à être constructeur, vous êtes devenu ensuite des gestionnaires, et puis là maintenant on a besoin de continuer l'adaptation et de s'intéresser aux personnes qui sont dedans.
Et en fait, c'est ce que tu as rappelé très justement, et merci de l'avoir dit, et ça va me permettre de faire une transition vers Serge, vers notre sociologue, hein, c'est que en fait, on va enfin réfléchir aux gens qui sont dedans, et en plus, une énorme difficulté, c'est que les gens qui sont dedans se transforment, eux aussi. Et on ne maîtrise pas leur transformation, quoi. Il y en a une qui est inéluctable, qui est malheureusement le vieillissement. Hein, c'est inutile, mais bon, on le subit. Et je pense que cette adaptabilité va passer sans doute par les services. Et là, peut-être, je mettrai un petit epsilon sur ce que tu as dit sur le numérique. Je suis conscient effectivement que la mémé d'aujourd'hui, comme tu l'as appelé gentiment tout à l'heure, a peut-être quelques difficultés à accéder à tous ces services numériques. Mais comme nous avançons dans le temps, hein, on a cette force qui est en train de se produire, c'est que on accède de plus en plus quand même à ces potentialités du numérique, à ces services qui peuvent être offerts, et je crois que ça va faire partie de votre transformation en tout cas. Non, mais alors je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que pour un bailleur social, notre système aujourd'hui, il est très fondé sur notre organisation de proximité et sur des gens qui sont là dans nos immeubles, dans nos agences. C'est ça notre organisation. C'est Notre bien. façon de gérer le service, l'accompagnement a été pendant des années une question de gardien, agence, relations et de proximité. Et aujourd'hui, et ce qui est une difficulté pour nous, c'est pas que le digital n'est pas utile, Oui. c'est qu'il répond. Tu n'as pas dit ça, hein. Non, mais il répond à un certain nombre de questions. Il faut l'utiliser à plein. Mais par contre, il faut que. Mais en sens inverse, je pense qu'il y a des sujets d'accompagnement où on a besoin de temps de s'intéresser à la personne et qu'on ne peut pas le faire simplement par la plateforme. Et pour un bailleur social, aujourd'hui, son sujet, c'est bien ça. C'est de repositionner les hommes qu'il a sur des métiers qui ne sont pas forcément ceux qu'ils ont fait jusqu'à présent. Oui, ils étaient Et constructeurs. sur une relation client totalement différenciée, y compris d'accompagnement des gens et de leurs besoins, et d'utiliser tout ce qu'ils faisaient. Et qui Tu viens de dire un mot peut être essentiel, tu as parlé C'est d'un ça. client. Donc c'est essentiel, quoi, hein. C'est une belle relation, hein. Et alors, que peut-on faire pour ces familles et ces personnes qui se transforment, Serge? Déjà, la première Avant que je te chose- pose la question finale, parce que j'ai une question que j'ai gardée en retrait. D'accord. Alors, il y a plein de choses. On pourrait tout mériterait débat. Déjà, pas faire pour, mais avec. Même la mémé de 85 ans, je vais vous dire un truc, elle peut avoir un cerveau. D'ailleurs, elle a tellement un cerveau que c'est elle qui a évité qu'il y ait un deuxième tour Le Pen-Mélenchon. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je serais juste une demi-seconde sur le digital. Certes, on se dit, oui, les nouvelles générations seront plus acclimatées au numérique. C'est vrai, sauf que, et ça n'arrive pas nécessairement à 80 ans, il y a un moment donné où il y a aussi une obsolescence de nos cerveaux. Au bout de la 25e innovation, ou prétendue innovation, il y a des gens qui lâchent. Parfois, on lâche à 25 ans. Je rappelle qu'il y a une partie des jeunes qui n'en peuvent plus. Ils sont champions du monde des jeux vidéo, ils sont incapables de faire une déclaration d'impôt sur Internet. Hein, donc, on n'a pas que. C'est pas parce qu'on a 25 ans qu'on est super à l'aise avec le numérique. C'est totalement faux. Et ça va même l'être de plus en plus. Et on peut être très à l'aise à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, et puis à un moment donné, on n'en peut plus. Pour des raisons cognitives, là, pour le coup. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Ça, c'est vraiment sur l'aspect digital. En même temps, évidemment, les réseaux, par exemple, un certain nombre de réseaux sociétaux qui s'organisent permettent aussi un suivi, un accompagnement, une manière d'être. Donc, c'est comment on trouve l'équilibre entre les deux. Entre autres, les données qui nous permettent de suivre, y compris les effets de santé, des choses comme ça. Par exemple, on parle beaucoup des smart cities. Alors, dans les smart cities, moi, j'aimerais bien qu'on parle de slow smart cities, qu'on aille un peu moins vite. Et puis que ce soit pas juste pour nous fliquer. Mais enfin, regardez, à Toronto, c'est pas des gens de 85 ans qui ont refusé le système. C'est tout le monde qui s'est dit, j'en ai peut-être un petit peu marre de devenir un Chinois, et en plus d'un truc qui ne correspond pas à mes besoins, à mes usages. Donc il y a aussi un refus de plus en plus. Donc nous, on réfléchit à des slow smart cities, ou des silver smart cities, ou des human smart cities. Enfin, bon, il y a des choses à inventer de ce côté-là. Parce que je prends un exemple tout bête. Un système qui repère qu'une dame va un peu moins vite, ou un monsieur. Du coup, peut prévoir tout de suite que le feu rouge reste un peu plus longtemps en rouge, le temps que la dame puisse traverser. Si ça reste que 4 secondes, la dame, elle ne traversera jamais ou elle se fait écraser, ce qui est une solution. Et sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sort pas de chez elle. Donc, on rentre aussi dans autre chose. Donc là, il y a des problématiques, je crois, très, très fortes. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, en effet, on a parlé souvent avec Valérie, on en a même fait un bouquin, d'ailleurs, sur la société résiliente, sur l'idée que le logement social,
c'est de plus en plus du service et d'une certaine manière de moins en moins du béton, quoi. Je devrais peut-être pas le dire ici. Parce que, Si, ah bon, c'est important. Mais ici, ils font des ouvrages d'art, pas des d'accord. bâtiments. Ah, bon, tout va bien. Ils font pas du logement. Ils font des ponts. C'est bien d'ailleurs de faire des ponts. Ah, mais tout à fait. Oui. C'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore. Voilà. Donc, il y a cette notion de service et encore plus avec des publics fragilisés. Alors, public fragilisé, c'est bien sûr le vieillissement. Enfin, je rappelle aussi, pour mettre tout le monde en forme, que les maladies chroniques sont devant nous, que les problématiques de santé mentale sont devant nous, que le handicap explose, ainsi de suite. Donc, on va avoir une proportion croissante de personnes qui n'iront pas bien. Déjà, il y en a beaucoup. Certains sont au gouvernement, ils ne sont même pas au courant. Mais voilà, ça, c'est quand même... Mais il faut l'avoir. Donc, il y a besoin aussi d'un accompagnement. Et dans l'accompagnement, on parle beaucoup de pénurie. Ce qui fait le lien, pénurie de ressources rares et autres, ce qui fait le lien aussi avec la transition environnementale et démographique, on en a parlé à la première table ronde, c'est aussi la pénurie des êtres humains et des gens qui travaillent, en partie dans les métiers autour de l'accompagnement et du care. Il nous manque 300 000 personnes, on peut faire toutes les lois qu'on veut, toutes les réformes que l'on veut sur l'accompagnement, un meilleur accompagnement des plus âgés, il n'y a personne pour aller bosser dans le secteur. C'est quand même un petit sujet, quoi. Il manque 300 000, 500 000 personnes. Voilà. Service à la personne, dans plus de 20% des cas, le service s'arrête parce qu'on ne peut pas trouver la personne qui va venir accompagner quelqu'un à son domicile. Je rappelle que 95% des plus de 65 ans vivent à domicile, ne vivent pas dans les maisons de retraite médicalisées et n'ont pas envie d'y aller. Il en faudra quand même, parce que quand vous avez une maladie neurologique, à un moment donné, je ne vois pas trop l'autre solution. En tout cas, si on en trouve une, géniale. Voilà. Donc, autre élément, vraiment, c'est cette notion d'accompagnement et entre autres, alors c'est intéressant parce que parfois, les gens qui pourraient accompagner, justement, ils logent dans le logement social. Eh ouais, tiens, comment on pourrait peut-être leur donner plus envie de travailler ? Sachant qu'on a un petit sujet, c'est ce que j'appelle la revanche posthume de Benoît Hamon. Pendant 2 ans, on a mis en route son délire, c'est-à-dire le revenu universel. On a vu ce que ça donnait. Pendant 2 ans, les gens étaient payés à rien foutre. Et maintenant, ils veulent que ça continue. Et donc, on a un mal fou à trouver des gens pour aller travailler. Parce que quand vous gagnez autant à rien faire, pourquoi aller faire des métiers difficiles ? Donc, il y a aussi, voilà. Donc là, on est vraiment sur des sujets, mais de fond. Comment on fait pour retrouver du monde pour aller travailler dans tous ces secteurs-là ? Derrière tout ça, il y a la question aussi des transports. Donc, comment on fait pour que, par exemple, les gens qui vieillissent habitent pas loin des gens qui pourraient les aider à vieillir ? Ah ouais. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez une ville comme Paris. Ah ouais. Alors, la maire actuelle, un jour, m'avait dit qu'il n'y avait pas de vieux à Paris. Bon. Et donc, il n'y avait pas de problème. Mais que, par exemple, si on veut qu'à Paris viennent des gens pour les aider, encore faut-il que ces personnes-là puissent venir de pas trop loin. Ça, c'est à Paris. Mais quand c'est dans un endroit où entre 2 personnes à aller accompagner, il y a 50 km, avec en plus la hausse du prix du pétrole et tout ça. Comment on fait ? Donc, c'est aussi inventer sans doute des manières de se loger, par exemple, plus à proximité les uns des autres. C'est-à-dire, on parle de béguinage, on parle de... dans le monde de SH, il y a des gens qui ont réfléchi aux colocations générationnelles, pas aux colocations intergénérationnelles. Comme j'avais dit un jour à un journaliste de Libération, ça fait bizarre, Libération et journalisme, je suis d'accord, ça ne va pas ensemble. Mais bon, et il m'avait dit, il y a plus d'articles que vous faites sur le sujet que de gens qui habitent dans des colocations intergénérationnelles. Parce que ça emmerde tous les jeunes d'être avec quelqu'un de 85 ans, et ça inquiète toutes les petites vieilles d'être avec un jeune de 20 ans. Enfin, toutes, il y en a 4000 en France. Donc voilà. Mais en revanche, colocation générationnelle, accueil familial, logement intergénérationnel, où il y a quelques petites maisons, et à côté, il y a des familles où il peut y avoir des auxiliaires de vie. Il y a plein de choses à inventer. Et là, le logement social a un rôle de pionnier incroyable à faire, et à commencer à le faire, et ça va devoir se développer. Il y a logement intergénérationnel, c'est aussi... On a parlé du numérique, mais aussi comment on organise la proximité, la solidarité, l'écoute, l'accompagnement. Je pense à des démarches comme Chers Voisins. Chers Voisins, vous avez des familles qui habitent à côté avec des gens plus âgés. Et puis, dans les gens qui habitent à côté, les gens qui peuvent même être rétribués pour aller filer un coup de main aux gens très très âgés. Du coup, les gens très très âgés, ils restent plus longtemps chez eux, ça coûte moins cher à la collectivité, ils seront plus heureux, et ça fait un peu de revenus pour les autres familles. Puis on s'est aperçu, vous savez, ça c'est un vieux truc des familles, quand par exemple vous dites à vos enfants, vous allez faire la vaisselle, ils salissent moins les assiettes. Et c'est pareil, quand vous dites à des résidents, vous allez nettoyer les parties communes, ils les abîment moins. C'est des vieux trucs, ça. Voilà. Donc c'est aussi, quand tous les gens travaillent ensemble, il y a aussi des solidarités qui se font, il y a aussi des coopérations qui se font. Et donc il y a peut-être pour ça que la question du territoire, elle est absolument centrale. On agira sur ces sujets-là. Alors, je suis total l'inverse de Valérie sur ce point de vue, c'est à peu près le seul. C'est je suis un Girondin. Moi, je pense qu'il faut décentraliser à fond pour laisser aux villes faire le job. Parce que les maires, les élus, tout ça, ils savent où sont les vieux.
Ils savent où sont les gens fragiles. Et donc, comment on organise les choses autour de là? Parce qu'à 3 km d'écart, vous ne vivez pas du tout la même chose. Vous Il faut un pas votre opérateur. vieillissement. Il faut un opérateur. Et le bailleur social peut Le bailleur être un social peut excellent être un des opérateur sacrés opérateurs pour pour le faire. mettre en œuvre une telle stratégie. Absolument. Et donc, dans cette idée aussi de coopération, parce que finalement, je prends le covoiturage. Covoiturage, transition environnementale. Si les gens utilisent moins leur voiture, c'est bon en lutte contre le CO2 et ainsi de suite. Et en même temps, c'est bon économiquement parce que ça coûte moins cher. Et c'est bon démographiquement parce que, par exemple, ça peut aider quelqu'un, une personne âgée, qui pourra plus se déplacer toute seule, à aller faire ses courses, à aller voir des amis, que sais-je encore. Donc là, on a les deux transitions, plus la solidarité. C'est quand même pas mal. Donc il y a des choses vraiment inventées. Et le vieillissement et la question environnementale, on peut voir ça comme des emmerdes, comme c'est chiant, comme c'est lourd, comme ça nous coûte cher. J'étais hyper content d'écouter des chiffres, Christophe, parce que nous, finalement, sur la question de l'adaptation au vieillissement, on est quoi? On est à 100 milliards d'euros. La rigolade par rapport aux 880 que tu as donné. Oui, non, mais parce que ça aussi, je veux le dire, les deux transitions, elles pourraient se faire en même temps, au moment où on rénove en termes climatiques et tout ça. C'est ça qui est important. Si en même temps, on pouvait rénover pour que les gens ne se cassent pas la gueule et autres, c'est le changement, c'est mettre un petit sentier lumineux pour que les gens, quand ils se lèvent la nuit pour aller pisser, ils y voient clair et ils ne tombent pas, et ainsi de suite. On a plein de choses comme ça. Première cause d'entrée aux urgences pour les gens âgés, c'est les chutes à domicile. Plus de 2 milliards d'euros par ailleurs. Première raison ensuite d'entrer en EHPAD. Si on réduit tout ça, évidemment, on améliore la vie des gens, humainement. Mais en plus, économiquement, c'est pas mal. Quand l'humanisme rejoint l'économie, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche aussi. Après, il faut savoir aussi qu'on peut avoir des dissensions. La démocratie, quand une démocratie qui fonctionne, c'est quand on organise pacifiquement les dissensus. Et qu'on accepte qu'il y ait des dissensus. Et qu'on accepte qu'il y ait des intérêts qui puissent être divergents. Puis après, on fait des choix. Par exemple, l'écologie, ça pourrait être de dire faut peut-être aller moins vite dans une ville. C'est pas bête parce qu'en allant moins vite, on va peut-être écraser un peu moins d'enfants et un peu moins de vieux. Donc de ce point de vue-là, ça va ensemble. Mais il y a des gens qui aiment bien aller vite ou qui ont besoin d'aller vite. Vous voyez, donc comment on organise ces éléments-là? Et qu'est-ce qui fait priorité? Comment s'organise ça? Tout ce qui est végétalisation et tout ça, c'est super important. Mais du coup, l'étalement urbain, c'est pas bon. Sauf qu'il y a plein de gens dont le rêve, c'est d'avoir la petite maison. Pas seulement pour des raisons, y compris pour fuir un certain nombre de publics avec qui ils n'ont pas envie de vivre, ou ces publics-là n'ont pas envie de vivre avec eux. Les gens à la retraite, leur rêve, c'est monter leur petite maison. Sauf qu'en même temps, on sait qu'en termes écologiques, c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas bon. Voilà. Pas Donc bon. c'est aussi accepter aussi qu'il y ait des dissensus et voir comment. Après, c'est une vision, c'est un projet, ainsi de suite. Mendes France n'est pas toujours là, De Gaulle non plus. Enfin, c'est trouver des gens. Mais qui sont prêts à organiser Christophe est là et Christophe va essayer c'est pour ça qu'il est parti de la politique. d'apporter quand même quelques éléments économiques à cette transformation, parce que dans une de ses activités, sur l'élément il y contribue. économique, je veux dire que les coopérations sont peut-être, les entraides sont peut-être des moyens d'y répondre en partie. Parce que finalement, ça coûte aussi moins cher quand les gens bossent ensemble, quand il y a du covoiturage, quand il y a des choses comme ça. C'est pas si simple que ça à organiser, mais n'empêche que c'est une petite manière, pas pour les 880 milliards dont tu as parlé, mais n'empêche qu'il y a aussi peut-être quelques pistes autour de ça. Mais il nous manque quand même les aides. Tous les aidants, c'est ça qui va être une réelle difficulté. Alors, les aidants, 11 millions de personnes Moi, j'ai été aujourd'hui. confronté à cette problématique, donc je la suis de très près, mais c'est quelque chose qui est inexistant dans notre société. Alors, à la fois, c'est hyper existant, puisque sans les 11 millions d'aidants... Oui, sans doute. Sans les 11 mais millions d'aidants... très insuffisant, c'est ça le problème. J'avais fait un calcul avec des aidants, justement, parce qu'à une époque, il y a encore 15 ans, le mot n'existait pas et le chiffre n'existait pas. On parlait d'aidants naturels. Aidants naturels, en français, ça veut dire des femmes qui s'en occupent. Et il n'y a pas besoin de les payer pour ça, parce que c'est normal qu'elles le fassent. Et donc, ça a arrangé tout le monde. On a fait un calcul, on arrivait à peu près, de mémoire, à 268 milliards d'euros si on payait les aidants. C'est-à-dire les 2 tiers de toutes les dépenses de santé. Bref, ça ne tiendrait pas. Et les aidants, ils font tenir le système de santé aujourd'hui. Sauf que c'est un prix ignoble. C'est-à-dire des gens, des femmes et des hommes qui perdent leur propre santé, qui sont complètement démunis, qui sont complètement en très grande difficulté. Et 1 sur 2 est en emploi. Et on estime qu'à raison de 2030, un salarié sur 4 sera un aidant. Donc des personnes qui auront à accompagner souvent un proche, un parent touché par la maladie type Alzheimer, ça peut être aussi évidemment un enfant touché par un handicap quelconque, ou dans un couple, l'un des deux rattrapé par une maladie chronique. Sympa comme perspective. Donc c'est comment aussi on aide ces personnes-là. Et la première manière de les aider, c'est qu'il y ait des professionnels. Et on revient au truc, on ne forme pas de professionnels, il n'y a pas de gens qui ont envie de travailler dans le secteur, et ainsi de suite. Et là, on pourrait même dire, on avait parlé avec Valérie, même
le monde du logement social peut être un acteur pour aider à la formation de ces personnes-là, pour aider à donner envie d'aller bosser dans ces secteurs-là, pour faire en sorte que ce ne soit pas considéré, globalement, je résume, auxiliaire de vie, c'est « ma pauvre, t'es tellement bête, t'as tellement tout raté qu'il n'y a que ça que t'es capable de faire, nettoyer le cul des vieilles ». Évidemment, quand un enseignant explique ça à une jeune fille, c'est pas hyper mobilisateur, c'est pas totalement valorisant, mais c'est une réalité. Christophe. Alors, on finance ça comment, alors, cette transformation, alors, financier, cette belle je vais dire un mot, mais stratégie? peut-être avant, parce que je vais rebondir sur ce qu'a dit Valérie Fournier. Je crois vraiment qu'il y a de la part des acteurs un besoin de clarification sur le plan stratégique. Je ne parle pas de leur stratégie à eux, mais je parle de la stratégie de l'État. Parce que c'est vrai que on peut être, avec la transition écologique et énergétique, il y a quand même un risque, j'allais dire, d'emballement réglementaire. On voit d'ailleurs qu'un certain nombre, la Première ministre l'a annoncé hier, hein, il y a déjà à peine, on a eu, je crois, 2 ou 3 lois hein, dans la dernière mandature hein, sur ces questions-là. À peine ces lois sont adoptées, on nous annonce une nouvelle loi dans quelques mois. Bon. Et à chaque fois, avec des réglementations qui bougent, etc. Moi, d'ailleurs, une des choses que j'avais dit au CSE, au CSC2E, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on ait peut-être une pause réglementaire aujourd'hui sur ces questions-là, qu'on regarde et qu'on fasse l'inventaire, effectivement, et qu'on regarde ce qui a d'ores et déjà été fait, qui est important. C'est par exemple dans le secteur de la construction, l'Aéro 2020, qui est une bonne réglementation, mais qui est une réglementation qui doit, pour être mise en place, avoir du temps, que les acteurs puissent se l'approprier, etc., etc. Il y a dans le secteur de la rénovation énergétique le DPE, pour le tertiaire, ce qu'on appelle le décret tertiaire, l'Aéro 2020 tertiaire, etc. Donc toutes ces réglementations aujourd'hui sont là. Moi, je considère qu'il faut qu'elles aient du temps pour se mettre en place, qu'on puisse les évaluer, etc. Et je suis inquiet de voir que d'ores et déjà, on nous annonce de nouvelles lois, de nouvelles législations, peut-être un durcissement aussi d'un certain nombre de contraintes qui sont déjà très fortes et dont on voit qu'aujourd'hui, on va avoir énormément de mal à les franchir. Et donc, avec le risque à terme d'une déconnexion en quelque sorte entre des objectifs affichés et une réalité qui manifestement ne sera pas en phase avec ces objectifs. Parce que c'est pas parce que on n'aura pas pris le temps et les moyens de mettre en place ces objectifs. Et d'ailleurs, ce qui, pour le coup, aura aussi une conséquence vis-à-vis des Français qui auront beau jour de dire finalement tout ça, ça n'a pas de crédibilité, la transition écologique et énergétique, on n'est pas capable de la faire, etc., etc., etc. Donc il faut être vigilant là-dessus et il faut vraiment, moi je le ressens très profondément avec au niveau du groupe du CSC2E, il faut vraiment essayer de mettre des réglementations que les acteurs puissent mettre en œuvre et puissent atteindre des objectifs. Donc ça, c'est très important. La question, et puis il faut aussi clarifier, vous avez raison, par exemple la question de la construction et de la rénovation, puisqu'il y a une ambiguïté, et vous l'avez dit, elle est déjà venue dans les discussions entre l'État et les professionnels, etc., qui effectivement, à partir de 2030, nous disent, il faudra arrêter de construire. Ça, c'est clair, ça a été dit. Et priorité totale à la rénovation, y compris parce que c'est vrai que la rénovation sur le plan environnemental est plus, par rapport à des problématiques de démolition, reconstruction, est plus vertueuse, ce qui d'ailleurs au passage, je le dis, mais parce qu'on ne l'a pas vu, mais met en cause complètement ce que fait l'ANRU aujourd'hui, c'est-à-dire que si on suit notamment les études de l'ADEME, du CGEDD, etc., il faut arrêter l'ANRU, puisque très clairement, la démolition reconstruction est en termes d'émissions carbone n'est pas du tout vertueuse. Bon, voilà. Donc il faut clarifier tout cela. Et je pense que l'État aurait intérêt, le gouvernement en tous les cas, à prendre le temps. Alors en plus,
finalement, la situation politique à l'Assemblée nationale peut peut-être permettre d'avoir ce temps. Donc, essayons d'en profiter. Voilà. Bon. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Non, mais il y aura des débats, mais il y a aussi, voilà, je dis sincèrement, il faut refroidir un peu la machine réglementaire. Moi, c'est mon point de vue. Parce que, encore une fois, les grandes réglementations, elles ont été posées très bien en très peu de temps. En très peu de temps. L'introduction du carbone, effectivement, dans le DPE, c'est pas rien, etc. Bon, il y aura une stratégie aussi à définir en relation avec la stratégie énergétique. On peut très bien aujourd'hui concevoir, par exemple, il peut y avoir une déconnexion entre la décarbonation de l'énergie. On peut très bien imaginer demain une énergie décarbonée et l'isolation des logements. Ce n'est pas forcément totalement lié. On peut très bien imaginer, si l'énergie demain est décarbonée, la question du carbone, elle est réglée d'un certain point de vue. Il n'y a pas besoin d'isoler, de mettre des millions d'euros, puisque j'ai cité des chiffres, c'est des chiffres qui sont des chiffres officiels, c'est des chiffres du CGEDD. Les 750 milliards d'euros ne sont pas forcément nécessaires si on a une énergie décarbonée. Bon, après, il y a la question des locataires, du confort, etc., évidemment. Mais enfin, est-ce qu'il faut aller jusqu'à des rénovations Surtout si l'énergie est moins chère. Des rénovations, exactement, si l'énergie est moins chère. Bon, voilà. Alors, donc, il y a la question du financement, mais ça, la question du financement pour le logement social, ça sera aussi une discussion qui va reprendre, si j'ai bien compris, là aussi, la Première ministre l'a dit hier, va reprendre avec le gouvernement. On connaît les revendications du logement social, notamment sur la RLS, du secteur social. Est-ce que ces questions vont être revues ou pas? Mais ce qui est vrai, c'est que de toute façon, pour le secteur social, il est face quand même à une révolution en termes notamment par rapport, en tout état de cause, par rapport à la transition écologique, énergétique et la transition démographique. Donc c'est quand même un enjeu très, très, très important qui va l'impacter de manière forte. Et donc, il faudra trouver d'autres financements. Les financements, soyons clairs, sur le logement social, ce qui avait été quand même évoqué, notamment au moment de la loi Elan, c'est la question de la vente HLM. J'ai vu d'ailleurs que vous en aviez parlé au congrès de l'ESH en disant qu'il y avait une progression, mais on est encore très en deçà de ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire 40 000, ce qui est beaucoup, 40 000 logements vendus par an, avec là aussi des arbitrages qui sont compliqués à faire pour les bailleurs. Aussi, peut-être une contradiction, c'est que la loi SRU, évidemment, dit les élus ont une loi SRU qui doivent... et quand on vend des logements sociaux, ils sortent du parc social. Donc évidemment, ils se disent, oui, mais alors moi, qu'est-ce qui se passe pour ma loi SRU? Donc il y a quand même un sujet là aussi. Le gouvernement pourrait se mettre en cohérence. Je pense que ceux qui se vendent, en fait, sont placés dans des endroits où on a le plus besoin, quoi, pour faire du logement social. Alors ça, après, parce que d'une manière générale, c'est la question. Parce que vous disiez beaucoup, mais c'est moins d'1%. Cette question, là aussi, on affiche. Là aussi, on affiche un objectif. On dit 40 000. Et puis après, les bailleurs, ils sont là. D'abord, ils ont encore une fois leur arbitrage parce que leur parc, évidemment, ils ont des logements qui leur rapportent beaucoup et il y en a au contraire qui leur coûtent. Voilà. Donc c'est compliqué. Il y a des arbitrages à faire qui sont pas simples pour eux. Et par ailleurs, il y a une contrainte qui est mise par l'État qui demande aux bailleurs de vendre leur logement, qui fait que les élus, quand un bailleur leur dit je vais vendre mes logements sociaux, disent non parce que moi je sors. Je n'honore pas la loi SRU. Donc voilà, il aurait peut-être fallu mettre en cohérence les deux choses. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc ça, il y a la question de la vente. Il y a la question des dispositifs de démembrement, même s'il reste pour l'instant uniquement cantonné à la construction et que ça reste une niche. On travaille d'ailleurs beaucoup avec 3F, donc on est très content. Et que là, c'est ma autre casquette, c'est Tonus Territoire. Effectivement, qui peuvent amener. Donc l'idée, c'est comment on amène d'autres investisseurs que les investisseurs classiques ou que l'État dans le logement social, tout en préservant le caractère social et la finalité sociale. Donc c'est pas simple, mais il y a peut-être possibilité effectivement d'ouvrir à ces investisseurs. Ça avait été très combattu par l'USH, donc j'ose à peine le mentionner, mais je le mentionne quand même parce qu'il a été un moment sur la table. C'est de faire du démembrement dans l'ancien.
c'est-à-dire de permettre, par exemple, aux bailleurs sociaux de vendre la nue propriété de leur logement à des investisseurs institutionnels et qui puissent, avec un usufruit sur 15 à 20 ans, etc. Mais disons clairement les choses, c'est qu'à 15 à 20 ans, le parc sort du logement social. Hein. Donc, c'est la contrepartie. Voilà. Si vous voulez attirer, il faut aussi qu'il y ait évidemment une perspective de plus-value. Mais ça peut être une alternative, peut-être limitée, mais on peut très bien la limiter, etc. Mais ça peut être aussi une alternative à la vente de logements sociaux, puisque c'est en quelque sorte, c'est une vente à terme, si je résume. Ça avait été, il y avait eu même un amendement qui avait été adopté, certains s'en souviennent, à l'Assemblée nationale, qui n'avait pas prospéré. Et encore une fois, l'USH était beaucoup opposé. Donc moi, je ne cherche pas à revenir. Mais il y a peut-être aussi à réfléchir sur la possibilité, la capacité d'attirer des investisseurs pour faire face, encore une fois, de toute façon, à ces besoins de financement qui seront de toute façon avérés. Alors après, le niveau est évidemment discutable. Avec une problématique, Voilà. c'est qu'il va falloir que ce sur quoi on investit ait encore de la valeur, parce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, s'il n'a pas été transformé, la valeur résiduelle en fait, du bien par rapport à sa destination risque de considérablement changer. En partie Et oui. par ce type de mécanisme. On va arriver vers la fin de notre séance et j'aurais voulu redonner la parole à Valérie, en fait, qui fixait une analyse en fait, de ce colloque en disant un des sujets majeurs, c'est de bâtir la bonne stratégie. Et moi, je trouvais que la stratégie, donc peut-être, est à exprimer un petit peu au niveau du bailleur social que tu représentes, que tu es. Hein, et dans cette stratégie, je me disais, à entendre Christophe, il y a peut-être une découpe à faire de tous ces espaces. Il y a un foncier, il y a un habitacle, il y a un espace qui est occupé, il y a des services à fournir dedans, il y a des équipements. Et cette représentation de l'opérateur global, c'est pour rejoindre un peu cette notion de refinancement. C'est-à-dire, c'est des fois, en ayant la capacité de découper en fait ces gros objets, ça permet d'avoir des comportements et des actions avec des temps différents. C'est-à-dire que sur l'habitacle, sur le grand objet, en fait, les transformations coûtent cher, elles prennent du temps, et les financements sont différents. Mais la vie à l'intérieur et la façon dont on va développer les services, ça peut se faire dans l'année, dans les 3 ans qui viennent. Non, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a plein de choses aussi que les bailleurs sociaux testent aujourd'hui, qu'on fait chez 3F et sur l'ensemble du secteur. Après, pour répondre à la question, moi je pense que de manière globale, la difficulté qu'on a aujourd'hui, et je le redis, c'est qu'au projet ou à la thématique, c'est pas trop difficile de se dire qu'on peut mettre en place une stratégie. Mais la grosse difficulté, c'est que les bailleurs sociaux aujourd'hui, ils vivent un changement de paradigme, de cortex en fait. Et c'est difficile de lutter contre un cortex ou une culture d'entreprise, vous voyez. C'est ça la difficulté. Et et notre cortex à nous, on a été élevé depuis 150 ans avec l'idée que on faisait de la valeur pour les générations futures. Et qu'il y avait une pérennité de cette valeur. Alors c'est vrai que Jean-Rue a arrêté ce raisonnement. Parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit, mais en fait, non, c'est pas vrai, vos actifs, ils sont pas durablement attractifs, durablement intéressants, ils correspondent pas à une demande, etc., etc., etc. Ou vous faites des ghettos pour faire les dernières tendances sur le sujet, par exemple. Mais c'est vrai que c'est ça le cortex d'un bailleur social. Le cortex d'un bailleur social, c'est que nous, on a intégré toutes les fonctions immobilières que dans le privé, on a sur plusieurs entités qui jouent leur business model,
hein. Quand on est dans une foncière, on a le gars qui fait le financement, lui, il s'occupe que du financement. Il en a, il sait qu'il est là pour servir le truc, mais lui, son objectif, c'est le financement. Et puis celui qui a la gestion, son objectif, c'est ses indicateurs de gestion, il ne va pas plus loin. Celui qui a la maîtrise d'ouvrage, il va faire son truc. Voilà. Et c'est cette équation-là de modèles séparés qui fonctionne. Nous, pendant des années, on a considéré, je pense que ça existe encore, hein, mais que, au contraire, le fait d'avoir un ensemble qui gère tout ça en ensemble, c'était plus pertinent et c'était créateur de valeur. Alors, c'est vrai. Simplement, aujourd'hui, on a un changement de l'équation de cette création de valeur et très clairement par rapport à la situation financière des organismes. Depuis la RLS, notre modèle économique a été transformé. Pendant des années, seul l'immobilier privé était sous EPO réglementaire. En fait, parce qu'on fait que en fait, l'immobilier privé depuis maintenant près de 20 ans vit sous impulsion fiscale de production. Nous, pendant très longtemps, on vivait avec des financements réglementés, on vivait avec des normes réglementaires, mais on avait un modèle fondé sur notre dette, mais avec une dette qui était remboursée par nos loyers. C'est assez simple. Depuis la RLS, notre modèle s'est transformé. Plus de 60% des ressources aujourd'hui d'un organisme HLM découlent de revenus exceptionnels, soit issus de la vente HLM, soit issus de la cession d'actifs, soit issus d'éléments de défiscalisation, taxes TFPB, certificats d'économie d'énergie, etc., etc., etc. Donc, vous êtes plus sur un modèle économique fondé sur votre exploitation. Vous êtes fondé sur votre stratégie immobilière de ce point de vue-là de manière assez claire. Et ça veut dire qu'il faut jouer cette double stratégie qui est d'améliorer l'exploitation, parce qu'on commence à sentir dans les organismes HLM la réalité économique des prix. En fait, vous voyez, c'est comme le disait Serge. Là, on a eu 2 ans de quoi qu'il en coûte, mais j'ai entendu que la Commission européenne avait rappelé que les critères de Maastricht, à partir de 2024, on n'allait plus pouvoir s'en exonérer. Donc, on va s'arrêter. Elle dit ça. Mais il y a des chances quand même qu'on soit obligé de réduire un peu. Voilà. Et ce que je constate d'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est que pour faire ça, on a une petite tendance ces derniers temps à transférer sur d'autres acteurs la réponse. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Parce que, je le dis sur un autre sujet, vous voyez, aujourd'hui, vous avez du télétravail. Donc, vous avez une personne qui est en situation, qui a eu une maladie, qui est en difficulté dans votre entreprise. Jusqu'à présent, en fait, le modèle était assez simple. Elle partait en arrêt maladie, elle était prise en charge sur la base de la sécurisation de la sécurité sociale et prise en charge par le benchmark collectif. Aujourd'hui, le médecin du travail va vous dire elle peut télétravailler à 100%. Et donc, quand elle télétravaille à 100%, en fait, l'entreprise la paye pour un service qui n'est peut-être pas forcément celui attendu. Elle bénéficie de ses jours de congé, de son intéressement dans la normalité, comme si elle était là. Et oui, et en fait, on a déplacé le coût de l'arrêt maladie de la sécurisation que vous pensez avoir payée à l'entreprise. Voilà. Donc, dans le sujet global de la rénovation du bâtiment, des transitions, de l'accompagnement, on a cette équation-là, nous, à réduire et à se dire, oui, on a plein de défis. Voilà. Et la deuxième chose, que je voudrais revenir sur le côté girondin et jacobin, et sur la relation avec l'État, parce que je pense que c'est vraiment un sujet de lutte permanente que nous n'arrivons pas à trouver en France. Mais voilà, moi, je suis tout à fait intimement persuadée que les gens au plus près des situations sont les meilleurs pour les appréhender et les régler. Par contre, ce que j'aime pas dans le modèle girondin, c'est que, et je le dis, voilà, par exemple, moi, je vis en partie en Dordogne. Quand je suis maire de Bordeaux, je peux faire une régie d'eau qui va être tout à fait à un prix acceptable. Je n'ai pas pris Paris comme exemple, tu as remarqué. Qui va être acceptable pour les Bordelais. Mais si je ne regarde que l'agglomération bordelaise, les gens de Dordogne, ils n'auront plus de réseau, ils n'auront plus de services, et à un moment donné, ils pourront plus payer le service. Et donc,
et donc je pense qu'il faut arriver à vivre à une échelle de proximité, mais à vivre aussi que sur les grandes politiques de sécurisation ou de cohésion sociale, il y a besoin d'un timing. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans cette échelle, c'est que l'État se mêle de choses très précises alors qu'on n'en a pas besoin, et qu'il devrait faire son rôle qui est de donner les grands principes, et puis après l'élu local se les appropriera, voilà. Donc c'est ce que j'avais dit sur les attributions à Emmanuel Vargon, qui m'a dit que j'écrasais la moitié du CCH et que donc je pouvais revenir en deuxième semaine, mais c'était simple pourtant. Donc voilà, donc je pense qu'on a vraiment un jeu d'acteurs et une politique publique à rechallenger, et pour la rechallenger aussi, et la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a une absence de confiance dans les acteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que aujourd'hui, on vit dans un monde alors qui est un peu lié à la France, parce qu'on est quand même très marqué plus par l'Inquisition que par autre chose. Donc par principe, on se demande, avant même d'avoir commencé à agir, comment on va contrôler. Et par principe, on pense que vous allez par principe essayer de ne pas faire les choses bien, ou de les faire même en étant en train de les faire pour trouver un autre avantage. Et ça, je trouve que cette réalité du cortex du dialogue avec l'administration française et avec les pouvoirs publics, si on n'arrive pas à déploguer ça, on n'arrivera pas à faire face à ces défis-là, parce que ces défis-là, ils impliquent de mobiliser les acteurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la présence des bailleurs sociaux sur plein de défis est une chance formidable. On a une résilience, on a les moyens d'être durables sur nos territoires. Mais pour ça, il faut avoir confiance et se dire « je vais leur faire confiance ». Et c'est ça qu'on attend. On n'attend pas qu'on nous dise que ça va aller, ni qu'on va nous financer, ni que ça va être gratuit, ni qu'on est joli et gentil. On attend qu'on nous dise « ok, mes priorités c'est ça, et on y va ». Et ça, les bailleurs sociaux seront au rendez-vous. Merci en tout cas. Merci à tous et merci pour cette matinale. Merci pour cette participation. Et j'ai pas perdu la question, ne t'inquiète pas. Mais je pense que vu le temps passé, cette question, on va en débattre. En fait, ce que je voulais poser comme question terminale à Serge, c'était l'habitat du futur. C'est-à-dire que dans cette belle réflexion à 2030, à 2040, à 2050, comme nous l'a esquissé Christophe, avec je transforme, je réhabilite, ou je réhabilite pas, ou je transforme pas. Christophe a rajouté une idée très, très pertinente tout à l'heure sur l'énergie décarbonée. Et l'énergie décarbonée, ça peut avoir un impact considérable sur toutes les décisions qu'on est en train de prendre en isolation sur nos bâtiments qui nous coûtent une fortune. Les physiciens qui nous font des analyses mathématiques et puissantes sur les difficultés en fait d'isolation des bâtiments nous ont admis comme solution idéale, ça serait de lever les immeubles, de poser en fait une chape d'isolation en dessous, et là on serait parfaitement isolé. Donc c'est une modification de bâtiment qui est très simple à faire. Hein. Tout le monde imagine avec quelle évidence on peut réaliser un tel acte, mais en tout cas par calcul, c'est ce qui rapporterait le plus en isolation, c'est de s'isoler un peu d'une meilleure manière du sol. Donc effectivement, c'est l'habitat du futur. On va peut-être le faire avec un cocktail déjeunatoire et on va laisser chacun d'entre nous de pouvoir partir. Je voulais vous remercier vraiment tous les trois, Valérie, Christophe et Serge, pour cette intervention.